Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais vous lire un grand classique qui est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Nous en sommes toujours au premier livre. Je vais commencer le deuxième chapitre qui s'intitule Pierre Gringoire. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Cependant, tandis qu'il haranguait, la satisfaction, l'admiration unanimement excitée par son costume se dissipaient à ses paroles. Et quand il arriva à cette conclusion malencontreuse, dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons. Sa voix se perdit dans un tonnerre de huées. Commencez tout de suite, le mystère tout de suite, criait le peuple. Et l'on entendait par-dessus toutes les voix celle de Joanne de Molandino, qui perçait la rumeur comme le fifre dans un charivari de Nîmes. Commencez tout de suite, glapissait l'écolier. À bas Jupiter et le cardinal de Bourbon, vociférait Robin Poussepain, et les autres clercs juchaient dans la croisée. Tout de suite la moralité, répétait la foule. Sur le champ, tout de suite, le sac et la corde au comédien et au cardinal. Le pauvre Jupiter, hagard, effaré, pâle, sous son rouge, laissa tomber sa foudre. Prit à la main son bicoquet. Puis il saluait et tremblait en balbutiant. Son éminence, les ambassadeurs, Madame Marguerite de Flandre, il ne savait que dire. Au fond, il avait peur d'être pendu. Pendu par la populace pour attendre, pendu par le cardinal pour n'avoir pas attendu, il ne voyait des deux côtés qu'un abîme, c'est-à-dire une potence. Heureusement, quelqu'un vint le tirer d'embarras et assumer la responsabilité. Un individu qui se tenait en deçà de la balustrade dans l'espace laissé libre autour de la table de marbre et que personne n'avait encore aperçu tant sa longue et mince personne était complètement abritée de tout rayon visuel par le diamètre du pilier auquel il était adossé. Cet individu, disons-nous, grand, maigre, blême, blond, jeune encore, quoique déjà ridé au front et aux joues, avec des yeux brillants et une bouche souriante, vêtu d'une serge noire, râpée et lustrée de vieillesse, s'approcha de la table de marbre et fit un signe au pauvre patient. Mais l'autre, interdit, ne voyait pas. Le nouveau venu fit un pas de plus. « Jupiter, dit-il, mon cher Jupiter. » L'autre n'entendait point. Enfin, le grand blond, impatienté, lui cria presque sous le nez « Michel Guiborne !»« Qui m'appelle ?» dit Jupiter, comme éveillé en sursaut. « Moi !» répondit le personnage vêtu de noir. « Ah !» dit Jupiter. « Commencez tout de suite, reprit l'autre, satisfaite le populaire. Je me charge d'apaiser monsieur le bailli qui apaisera monsieur le cardinal. » Jupiter respira. « Messeigneurs les bourgeois, cria-t-il de toute la force de ses poumons à la foule qui continuait de le huer, nous allons commencer tout de suite. »« Evo, Jupiter, plaudit sive !» crièrent les écoliers. « Noël, Noël !» cria le peuple. Ce fut un battement de main assourdissant. Et Jupiter était déjà rentré sous sa tapisserie que la salle tremblait encore d'acclamations. Cependant, le personnage inconnu qui avait si magiquement changé la tempête en bonasse, comme dit notre vieux et cher Corneille, était modestement rentré dans la pénombre de son pilier. Et il serait sans doute resté invisible, immobile et muet, comme auparavant s'il n'en eût été tiré par deux jeunes femmes qui, placées au premier rang des spectateurs, avaient remarqué son colloque avec Michel Guiborne Jupiter. « Maître, dit l'une d'elles en lui faisant signe de s'approcher. « Taisez-vous donc. »« Ma chère Liénarde, dit sa voisine, jolie, fraîche, et toute brave à force d'être endimanchée. Ce n'est pas un clerc, c'est un laïc. Il ne faut pas dire maître, mais bien messire. »« Messire, dit Liénarde. L'inconnu s'approcha de la balustrade. « Que voulez-vous de moi, mesdemoiselles » demanda-t-il avec empressement. « Oh, rien,
dit Liénarde toute confuse. C'est ma voisine, Gisquette Lagancienne, qui veut vous parler. Non pas, reprit Gisquette en rougissant. C'est Liénarde qui vous a dit maître, je lui ai dit qu'on disait messire. Les deux jeunes filles baissaient les yeux. L'autre, qui ne demandait pas mieux que de lier conversation, les regardait en souriant. Vous n'avez donc rien à me dire, mesdemoiselles ? Oh, rien du tout, répondit Gisquette. Rien, dit Liénarde. Le grand jeune homme blond fit un pas pour se retirer. Mais les deux curieuses n'avaient pas envie de lâcher prise. Messire, dit vivement Gisquette, avec l'impétuosité d'une écluse qui s'ouvre ou d'une femme qui prend son parti. Vous connaissez donc ce soldat qui va jouer le rôle de Madame la Vierge dans le mystère ? Vous voulez dire le rôle de Jupiter ? Reprit l'anonyme. Eh oui, dit Liénarde, est-elle bête ? Vous connaissez donc Jupiter ? Michel Giborne, répondit l'anonyme. Oui, madame. Il a une fière barbe, dit Liénarde. Cela sera-t-il beau, ce qu'ils vont dire là-dessus ? Demanda timidement Gisquette. Très beau, mademoiselle, répondit l'anonyme sans la moindre hésitation. Qu'est-ce que ce sera ? Dit Liénarde. Le bon jugement de Madame la Vierge. Moralité. S'il vous plaît, mademoiselle. Ah, c'est différent, reprit Liénarde. Un court silence suivit. L'inconnu le rompit. C'est une moralité toute neuve et qui n'a pas encore servi. Ce n'est donc pas la même, dit Gisquette, que celle qu'on a donnée il y a 2 ans, le jour de l'entrée de monsieur le légat, et où il y avait 3 belles filles faisant personnage. De sirènes, dit Liénarde, et toutes nues, ajouta le jeune homme. Liénarde baissa pudiquement les yeux. Gisquette la regarda et en fit autant. Il poursuivit en souriant. C'était chose bien plaisante à voir. Aujourd'hui, c'est une moralité faite exprès pour madame la demoiselle de Flandre. Chantera-t-on les bergerettes ? Demanda Gisquette. Fi, dit l'inconnu. Dans une moralité, il ne faut pas confondre les genres. Si c'était une sottise, à la bonne heure. C'est dommage, reprit Gisquette. Ce jour-là, il y avait à la fontaine du Ponceau des hommes et des femmes sauvages qui se combattaient et faisaient plusieurs contenances en chantant des petits motets et des bergerettes. Ce qui convient pour un légat, dit assez sèchement l'inconnu, ne convient pas pour une princesse. Et près d'eux, reprit Liénarde, joutaient plusieurs bas instruments qui rendaient de grandes mélodies. Et pour rafraîchir les passants, continua Gisquette, la fontaine jetait par 3 bouches vin, lait et hippocrase, dont buvait qui voulait. Et un peu au-dessous du ponceau, poursuivit Liénarde, à la Trinité, il y avait une passion par personnage et sans parler. Si je m'en souviens, s'écria Gisquette. Dieu en la croix et les 2 larrons à droite et à gauche. Ici, les jeunes commères, s'échauffant au souvenir de l'entrée de monsieur le légat, se mirent à parler à la fois. Et plus avant, à la porte aux peintres, il y avait d'autres personnages très richement habillés. Et à la fontaine Saint-Innocent, ce chasseur qui poursuivait une biche avec grand bruit de chiens et de trompes de chasse. Et à la boucherie de Paris, ces échafauds qui figuraient la Bastille de Dieppe. Et quand le légat passa, tu sais, Gisquette, on donna l'assaut et les Anglais eurent tous les gorges coupées. Et contre la porte du Châtelet, il y avait de très beaux personnages. Et sur le pont au change, qui était tout tendu par-dessus. Et quand le légat passa, on laissa voler sur le pont plus de 200 douzaines de toutes sortes d'oiseaux. C'était très beau, dit Liénarde. Ce sera plus beau aujourd'hui, reprit enfin leur interlocuteur, qui semblait les écouter avec impatience. Vous nous promettez que ce mystère sera beau, dit Gisquette. Sans doute, répondit-il. Puis il ajouta avec une certaine emphase, mesdemoiselles, c'est moi qui en suis l'auteur. Vraiment ? dirent les jeunes filles tout ébahies. Vraiment, répondit le poète en se rengorgeant légèrement. C'est-à-dire, nous sommes 2. Jean Marchand, qui a scié les planches et dressé la charpente du théâtre et toute la boiserie, et moi qui ai fait la pièce. Je m'appelle Pierre Gringoire. L'auteur du Cid n'eût pas dit avec plus de fierté Pierre Corneille. Nos lecteurs ont pu observer qu'il avait déjà dû s'écouler un certain temps depuis le moment où Jupiter était rentré sous la tapisserie jusqu'à l'instant où l'auteur de la moralité nouvelle s'était révélé ainsi brusquement à l'admiration naïve de Gisquette et de Liénarde.
Chose remarquable, toute cette foule, quelques minutes auparavant si tumultueuse, attendait maintenant avec manséitude sur la foi du comédien. Ce qui prouve cette vérité éternelle et tous les jours encore éprouvée dans nos théâtres que le meilleur moyen de faire attendre patiemment le public, c'est de lui affirmer qu'on va commencer tout de suite. Toutefois, l'écolier Johann ne s'endormait pas. « Holàhée !» cria-t-il tout d'un coup au milieu de la paisible attente qui avait succédé au trouble. « Jupiter, Madame la Vierge, battleur du diable, vous gossez-vous, la pièce, commencez ou nous recommençons. » Il n'en fallut pas davantage. Une musique de hauts et bas instruments se fit entendre de l'intérieur de l'échafaud. La tapisserie se souleva. 4 personnages bariolés et fardés en sortirent. Grimpèrent la roide d'échelle du théâtre et, parvenus sur la plateforme supérieure, se rangèrent en ligne devant le public, qu'ils saluèrent profondément. Alors la symphonie se tut. C'était le mystère qui commençait. Les 4 personnages, après avoir largement recueilli le paiement de leur révérence en applaudissements, entamèrent, au milieu d'un religieux silence, un prologue dont nous faisons volontiers grâce au lecteur. Du reste, ce qui arrive encore de nos jours, le public occupait encore plus des costumes qu'il portait que du rôle qu'il débitait. Et en vérité, c'était justice. Ils étaient vêtus tous 4 de robes mi-parties, jaunes et blancs, qui ne se distinguaient entre elles que par la nature de l'étoffe. La première était en brocart, or et argent, la deuxième en soie, la troisième en laine, la quatrième en toile. Le premier des personnages portait en main droite une épée, le second 2 clés d'or, le troisième une balance, le quatrième une bêche. Et pour aider les intelligences paresseuses qui n'auraient pas vu clair à travers la transparence de ces attributs, on pouvait lire en grosses lettres noires brodées, au bas de la robe de brocart, « Je m'appelle noblesse ». Au bas de la robe de soie, « Je m'appelle clergé ». Au bas de la robe de laine, « Je m'appelle marchandise ». Au bas de la robe de toile, « Je m'appelle labour ». Le sexe des 2 allégories mâles était clairement indiqué à tout spectateur judicieux par leur robe moins longue et par la cramignole qu'elles portaient en tête, tandis que les 2 allégories femelles, moins court-vêtues, étaient coiffées d'un chaperon. Il eût fallu aussi beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas comprendre à travers la poésie du prologue que labour était marié à marchandise et clergé à noblesse, et que les 2 heureux couples possédaient en commun un magnifique dauphin d'or, qu'ils prétendaient n'adjuger qu'à la plus belle. Ils allaient donc par le monde, cherchant et quêtant cette beauté, et après avoir successivement rejeté la reine de Golconde, la princesse de Trébizonde, la fille de Grand Khan de Tartary, etc., etc., labour et clergé, noblesse et marchandise étaient venus se reposer sur la table de marbre du palais de justice, en débitant devant l'honnête auditoire autant de sentences et de maximes qu'on en pouvait alors dépenser à la faculté des arts aux examens. Sophismes, déterminances, figures et actes où les maîtres prenaient leur bonnet de licence. Tout cela était en effet très beau. Cependant, dans cette foule sur laquelle les 4 allégories versaient à qui mieux des flots de métaphores, il n'y avait pas une oreille plus attentive, pas un cœur plus palpitant, pas un œil plus hagard, pas un cou plus tendu que l'œil, l'oreille, le cou et le cœur de l'auteur, du poète, de ce brave Pierre Gringoire, qui n'avait pu résister le moment d'auparavant à la joie de dire son nom aux 2 jolies filles. Il était retourné à quelques pas d'elles, derrière son pilier, et là, il écoutait. Il regardait, il savourait. Les bienveillants applaudissements, qui avaient accueilli le début de son prologue, retentissaient encore dans ses entrailles, et il était complètement absorbé dans cette pièce de contemplation extatique avec laquelle un auteur voit ses idées tomber, une à une, de la bouche de l'auteur dans le silence d'un vaste auditoire. Digne Pierre Gringoire. Il nous en coûte de le dire, mais cette première extase fut bien vite troublée. À peine Gringoire avait-il approché ses lèvres de cette coupe enivrante de joie et de triomphe qu'une goutte d'amertume vint s'y mêler. Un mendiant, déguenillé, qui ne pouvait faire recette, perdu, qu'il était au milieu de la foule, qui n'avait sans doute pas trouvé suffisante indemnité dans les poches de ses voisins, avait imaginé de se jucher sur quelques points en évidence pour attirer les regards et les aumônes.
Il s'était donc hissé pendant les premiers vers du prologue à l'aide des piliers de l'estrade réservée, jusqu'à la corniche qui en bordait la balustrade, à sa partie inférieure, et là, il s'était assis, sollicitant l'attention et la pitié de la multitude avec ses haillons et une plaie hideuse qui couvrait son bras droit. Du reste, il ne proférait pas une parole. Le silence qu'il gardait laissait aller le prologue sans encombre, et aucun désordre sensible ne serait survenu si le malheur n'eût voulu que le collier Johann avisa, du haut de son pilier, le mendiant et ses simagrées. Un fou rire s'empara du jeune drôle, qui, sans se soucier d'interrompre le spectacle et de troubler le recueillement universel, s'écria gaillardement « Tiens, ce malingreux qui demande l'aumône. Quiconque a jeté une pierre dans une mare à grenouilles ou tiré un coup de fusil dans une volée d'oiseaux peut se faire une idée de l'effet que produisirent ces paroles incongrues au milieu de l'attention générale. » Gringoire en tressaillit, comme d'une secousse électrique. Le prologue resta court, et toutes les têtes se retournèrent en tumulte vers le mendiant, qui, loin de se déconcerter, vit dans cet incident, une bonne occasion de récolte, et se mit à dire, d'un air dolent, en fermant ses yeux à demi, « La charité, s'il vous plaît. » « Eh mais, sur mon âme, reprit Johann, c'est Clopin Trouillefou. Holàhée, l'ami, ta plaide gênait donc à la jambe, que tu l'as mise sur ton bras. » En parlant ainsi, il jetait avec une adresse de singe un petit blanc dans le feutre gras que le mendiant tendait de son bras malade. Le mendiant reçut sans broncher l'aumône et le sarcasme, et continua d'un accent lamentable « La charité, s'il vous plaît. » Cet épisode avait considérablement distrait l'auditoire, et bon nombre de spectateurs, Robin Poussepain et tous les clercs en tête, applaudissaient gaiement à ce duo bizarre que venait d'improviser, au milieu du prologue, l'écolier avec sa voix criarde et le mendiant avec son imperturbable psalmodie. Gringoire était fort mécontent. Revenu de sa première stupéfaction, il s'évertuait à crier aux 4 personnages en scène « Continuez, que diable, continuez !» sans même daigner jeter un regard de dédain sur les 2 interrupteurs. En ce moment, il se sentit tiré par le bord de son surtout. Il se retourna, non sans quelque humeur, et eut assez de peine à sourire. Il le fallait pourtant. C'était le joli bras de Gisquette, la Gancienne, qui, passé à travers la balustrade, sollicitait de cette façon son attention. « Monsieur, dit la jeune fille, est-ce qu'ils vont continuer ?»« Sans doute, répondit Gringoire, assez choqué de la question. En ce cas, messire, reprit-elle, auriez-vous la courtoisie de m'expliquer ce qu'ils vont dire ?» interrompit Gringoire. Eh bien, écoutez. Non, dit Gisquette, mais ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. Gringoire fit un soubresaut, comme un homme dont on toucherait la plaie à vif. Peste de la petite fille sotte et bouchée, dit-il entre ses dents. À dater de ce moment-là, Gisquette fut perdue dans son esprit. Cependant, les acteurs avaient obéi à son injonction, et le public, voyant qu'il se remettait à parler, s'était remis à écouter, non sans avoir perdu force beauté, dans l'espèce de soudure qui se fit entre les 2 parties de la pièce ainsi brusquement coupée. Gringoire en faisait tout bas l'amère réflexion. Pourtant, la tranquillité s'était rétablie peu à peu. L'écolier se taisait, le mendiant comptait quelques monnaies dans son chapeau, et la pièce avait repris le dessus. C'était en réalité un fort bel ouvrage et dont il nous semble qu'on pourrait encore fort bien tirer parti aujourd'hui, moyennant quelques arrangements. L'exposition, un peu longue et un peu vide, c'est-à-dire dans les règles, était simple, et Gringoire, dans le candide sanctuaire de son fort intérieur, en admirait la clarté. Comme on s'en doute bien, les 4 personnages allégoriques étaient un peu fatigués d'avoir parcouru les 3 parties du monde sans trouver à se défaire convenablement de leur dauphin d'or. Là-dessus, éloge du poisson merveilleux avec 1000 allusions délicates aux jeunes fiancées de Marguerite de Flandre, alors fort tristement reclus à Amboise, et ne se doutant guère que labour et clergé, noblesse et marchandises venaient de faire le tour du monde pour lui, le susdit dauphin, donc, était jeune, était beau, était fort et surtout
magnifique origine de toutes les vertus royales, il était fils du lion de France. Je déclare que cette métaphore hardie est admirable, et que l'histoire naturelle du théâtre, un jour d'allégorie et d'épithalame royal, ne s'effarouche aucunement d'un dauphin fils d'un lion. Ce sont justement ces rares et pindariques mélanges qui prouvent l'enthousiasme. Néanmoins, pour faire aussi la part de la critique, le poète aurait pu développer cette belle idée en moins de 200 vers. Il est vrai que le mystère devait durer depuis midi jusqu'à 4 heures, d'après l'ordonnance de monsieur le prévôt, et qu'il faut bien dire quelque chose. D'ailleurs, on écoutait patiemment. Tout à coup, au beau milieu d'une querelle entre mademoiselle Marchandise et madame Noblesse, au moment où maître Labour prononçait ce vers mirifique, on ne vit dans les bois bêtes plus triomphantes. La porte de l'estrade réservée, qui était jusque-là restée si mal à propos fermée, s'ouvrit plus mal, à propos encore, et la voix retentissante de l'huissier annonça brusquement « Son Éminence, Monseigneur le cardinal de Bourbon ». Chapitre 3. Monsieur le cardinal. Pauvre Gringoire, le fracas de tous les gros doubles pétards de la Saint-Jean, la décharge de 20 arquebuses à croc, la détonation de cette fameuse serpentine de la tour de Billy, qui, lors du siège de Paris, le dimanche 29 septembre 1465, tua 7 bourguignons d'un coup, l'explosion de toute la poudre à canon emmagasinée à la porte du Temple, lui eut moins rudement déchiré les oreilles en ce moment solennel et dramatique que ce peu de paroles tombées de la bouche d'un huissier, son Éminence Monseigneur le cardinal de Bourbon. Ce n'est pas que Pierre Gringoire craignit monsieur le cardinal ou le dédaigna. Il n'avait ni cette faiblesse, ni cette outrecuidance. Véritable éclectique, comme on dirait aujourd'hui, Gringoire était de ces esprits élevés et fermes, modérés et calmes, qui savent toujours se tenir au milieu de tout, star in dimidio rerum, et qui sont pleins de saison et de libérale philosophie, tout en faisant état de cardinaux. Race précieuse et jamais interrompue de philosophes auxquels la sagesse, comme une autre Ariane, semble avoir donné une pelote de fil, qu'ils s'en vont d'évident depuis le commencement du monde à travers le labyrinthe des choses humaines. On les retrouve dans tous les temps, toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours selon tous les temps. Et sans compter notre Pierre Gringoire qui les représentait au XVe siècle, si nous parvenons à lui rendre illustration qu'il mérite, certainement c'est leur esprit qui animait le père du Breul lorsqu'il écrivait dans le XVIe ces paroles naïvement sublimes, dignes de tous les siècles. Je suis parisien de nation et parisien de parler, puisque parisia en grec signifie liberté de parler, de laquelle j'ai... D'accord, c'est en latin, de laquelle Ievze mesme, Enwers Monseigneur, les cardinaux, oncles et frères de Monseigneur le prince de Conti, toutefois, avec respect de leur grandeur et sans offenser personne de leur suite, qui est beaucoup. Il n'y avait donc ni haine du cardinal, ni dédain de sa présence dans l'impression désagréable qu'elle fit à Pierre Gringoire. Bien au contraire, notre poète avait trop de bon sens et une souquenie trop râpée pour ne pas attacher un prix particulier à ce que mainte allusion de son prologue, et en particulier la glorification du dauphin, fils du lion de France, fut recueillie par une oreille éminentissime. Mais ce n'est pas l'intérêt qui domine dans la noble nature des poètes. Je suppose que l'entité du poète soit représentée par le nombre 10, il est certain qu'un chimiste, en l'analysant, en pharmacopolisant, comme dit Rabelais, le trouverait composé d'une partie d'intérêt contre 9 parties d'amour-propre. Or, au moment où la porte s'était ouverte pour le cardinal, les 9 parties d'amour-propre de Gringoire, gonflées et tuméfiées au souffle de l'admiration populaire, étaient dans un état d'accroissement prodigieux, sous lequel disparaissait comme étouffée cette imperceptible molécule d'intérêt que nous distinguions tout à l'heure dans la constitution des poètes. Ingrédient précieux, du reste, lest de réalité, de l'humanité sans lequel il ne toucherait pas la terre. Gringoire jouissait de sentir, de voir, de palper, pour ainsi dire, une assemblée entière. De Marot, il est vrai, mais qu'importe. Stupéfié,
pétrifié et comme asphyxié devant les incommensurables tirades qui surgissaient à chaque instant de toutes les parties de son épithalame, j'affirme qu'il partageait lui-même la béatitude générale et qu'au rebours de La Fontaine, qui est la représentation de sa comédie de Florentin, demandait « Quel est le malotru qui a fait cette rhapsodie ?» Gringoire eût volontiers demandé à son voisin « De qui est ce chef-d'œuvre ?» On peut juger maintenant quel effet produisit sur lui la brusque et intempestive survenue du cardinal. Ce qu'il pouvait craindre ne se réalisa que trop. L'entrée de son éminence bouleversa l'auditoire. Toutes les têtes se tournèrent vers l'estrade. Ce fut à ne plus s'entendre. Le cardinal, répétèrent toutes les bouches. Le malheureux prologue resta court, une seconde fois. Le cardinal s'arrêta un moment sur le seuil de l'estrade, tandis qu'il promenait un regard assez indifférent sur l'auditoire. Le tumulte redoublait. Chacun voulait le mieux voir. Saaki mettrait sa tête sur les épaules de son voisin. C'était en effet un haut personnage et dont le spectacle valait bien toute autre comédie. Charles, cardinal de Bourbon, archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules, était à la fois allié à Louis XI par son frère Pierre, seigneur de Beaujeu, qui avait épousé la fille aînée du roi et allié à Charles le Téméraire par sa mère, Agnès de Bourgogne. Or, le trait dominant, le trait caractéristique et distinctif du caractère du primat des Gaules, c'était l'esprit de courtisan et la dévotion aux puissances. On peut juger des embarras, sans nombre, que lui avait valu cette double parenté, et de tous les écueils temporels entre lesquels sa barque spirituelle avait dû louvoyer, pour ne se briser ni à Louis, ni à Charles. Cette Charybde et cette Scylla, qui avaient dévoré le duc de Nemours et le connétable de Saint-Paul, grâce au ciel, il s'était assez bien tiré de la traversée. Il était arrivé à Rome sans encombre, mais quoiqu'il fût au port, et précisément parce qu'il était au port, il ne se rappelait jamais son inquiétude les chances diverses de sa vie politique, si longtemps alarmée et laborieuse. Aussi avait-il coutume de dire que l'année 1476 avait été pour lui noire et blanche. Entendant par là qu'il avait perdu dans cette même année sa mère, la duchesse de Bourbonnais, et son cousin le duc de Bourgogne, et qu'un deuil l'avait consolé de l'autre. Du reste, c'était un bonhomme. Il menait joyeuse vie de cardinal, s'égayait volontiers avec du cru royal de Challuau, ne haïssait pas Richard de la Garnoise et Thomas la Saillarde, faisait l'aumône aux jolies filles plutôt qu'aux vieilles femmes, et pour toutes ces raisons était fort agréable aux populaires de Paris. Il ne marchait qu'entouré d'une petite cour d'évêques et d'abbés de haute lignée, galants, grivois et faisant ripaille au besoin. Et plus d'une fois, les braves dévotes de Saint-Germain d'Auxerre, en passant le soir sous les fenêtres d'illuminés du logis de Bourbon, avaient été scandalisés d'entendre les mêmes voix qui leur avaient chanté vêpres dans la journée, psalmodié au bruit des vers le proverbe bachique de Benoît XII, ce pape qui avait ajouté une troisième couronne à la tiare, « Bibamus papaliter ». Ce fut sans doute cette popularité, acquise à si juste titre, qui le préserva, à son entrée de tout mauvais accueil de la part de la cohue, si mécontente le moment d'auparavant, et fort peu disposée au respect d'un cardinal le jour même où elle allait élire un pape. Mais les Parisiens ont peu de rancune. Et puis, en faisant commencer la représentation d'autorité, les bons bourgeois l'avaient emporté sur le cardinal, et ce triomphe leur suffisait. D'ailleurs, monsieur le cardinal de Bourbon était bel homme, il avait une fort belle robe rouge qu'il portait fort bien, c'est dire qu'il avait pour lui toutes les femmes et par conséquent la meilleure moitié de l'auditoire, et certainement il y aurait injustice et mauvais goût à huer un cardinal pour s'être fait attendre au spectacle lorsqu'il est bel homme et qu'il porte bien sa robe rouge. C'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.